Un fichier audio oublié refait surface, dévoilant des révélations choquantes sur un complot visant à assassiner un chef d'État. Ibrahim Traoré, en écoutant les aveux d'un ancien diplomate, comprend que sa survie ne dépend pas seulement de la force militaire, mais aussi des alliances invisibles qui façonnent le destin du Sahel. Dans un monde où la loyauté est plus complexe que jamais, jusqu'où peut-il vraiment faire confiance? Les chiffres parlent, mais que cache-t-il derrière les apparences? Ce qui semble être une simple affaire de sécurité est en réalité le reflet d'une lutte bien plus vaste pour la souveraineté du continent africain. Dans un contexte où chaque information peut bouleverser les équilibres politiques, Ibrahim Traoré se trouve face à un dilemme bien plus vaste que sa propre sécurité. Le fichier audio qui a fuité ne se limite pas à une simple révélation. Il est que le pivot d'une remise en question totale du pouvoir en place et d'un défi aux forces extérieures qui cherchent à manipuler la destinée du Sahel. La question fondamentale qui en découle est claire. Jusqu'où peut-on accepter d'être manipulé avant de reprendre son destin en main? L'enjeu est crucial. Ibrahim Traoré se rend vite compte que l'Afrique doit choisir entre maintenir une souveraineté fragile sous influence extérieure ou se libérer de l'emprise des puissances coloniales et redéfinir ses alliances selon ses propres intérêts. Ce choix ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais tout le continent africain qui se trouve à un carrefour décisif pour son avenir. Le secret ne dure jamais longtemps dans un monde connecté, et en l'espace de quelques heures, la vérité cachée dans l'enregistrement audio est devenue publique. Ibrahim Traoré, pris dans cette spirale de révélation, découvre que l'opération Oryx, qui menaçait sa vie, était en fait le fruit d'un complot international méticuleusement orchestré. Ce n'était pas seulement une tentative d'assassinat, mais un plan visant à déstabiliser l'ensemble de la région sahélienne, utilisant des forces internes et externes. Les premiers indices ont été recueillis à partir de discussions échappées entre des diplomates et des militaires. Mais il s'avère que ce n'est que la surface d'un réseau bien plus complexe. Le fichier audio, retrouvé dans un coin isolé du Sahel, révèle les premières conversations entre des membres d'un complot d'assassinat visant à éliminer Ibrahim Traoré et ceux qui œuvraient dans l'ombre pour faire tomber le président. Les paroles d'un ancien diplomate prononcées à la fin de sa carrière révèlent la profondeur de ce que l'on pensait être une simple tentative d'atteinte à la sécurité. Mais en réalité, il s'agissait d'une manœuvre qui allait beaucoup plus loin. L'enregistrement a été rendu public et avec lui un détail encore plus surprenant. L'intrigue se développe sur plusieurs années, traversant des frontières et des accords secrets entre pays voisins. Les révélations ont éclaté de Ouagadougou à Kampala, perturbant non seulement les relations diplomatiques, mais aussi les attentes de puissances occidentales, qui voyaient en cette crise l'opportunité d'un retournement stratégique en Afrique de l'Ouest. Le rôle de Ibrahim Traoré dépasse celui de simple victime dans ce complot. En réalité, il devient un témoin privilégié d'un système qui échappe à son contrôle et qu'il doit désormais comprendre pour pouvoir le surmonter. Mais au-delà de sa personne, ce sont les personnages en coulisses qui commencent à se faire remarquer. Parmi eux, un ancien diplomate, Al-Hajim Miga, joue un rôle central. Ce dernier, avec ses révélations, devient la pièce maîtresse du puzzle, une figure clé qui révèle des connexions entre des acteurs de l'ombre et des puissances étrangères. Dans les heures qui suivent, la divulgation des informations, des rapports, détaille la manière dont ces acteurs extérieurs ont infiltré la politique interne du Burkina Faso et des nations voisines. Le Sahel, historiquement une zone d'instabilité, devient le théâtre d'un jeu de pouvoir qui va bien au-delà des frontières nationales. Les actions de Traoré en tant que témoin direct et acteur politique commencent à redéfinir la perception de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce n'est plus seulement une crise politique locale,
mais un moment charnière dans la quête d'autonomie du continent. Ce premier impact est également amplifié par la réaction internationale, tandis que certains soutiennent Ibrahim Traoré comme un leader de souveraineté. D'autres mettent en doute la légitimité de ses actions, accentuant ainsi les tensions internes et externes. La position de la France et d'autres puissances occidentales devient de plus en plus fragile, tandis que les alliés régionaux d'Ibrahim Traoré, notamment l'Ouganda, apparaissent comme des soutiens discrets mais essentiels. Les événements prennent une tournure dramatique lorsque l'opération Oryx est activée. Après des mois de complot en sous-main, l'assassinat d'Ibrahim Traoré devient une priorité. Un message crypté intercepté entre Lomé et Abidjan mentionne le mot-clé Oryx, signalant le début de l'opération. L'urgence s'intensifie. Le Burkina Faso, déjà en alerte, déploie des forces spéciales autour du palais présidentiel. Le président Ibrahim Traoré, pourtant averti à la dernière minute, refuse de quitter son poste. On ne fuit pas sa propre maison, déclare-t-il fermement, alors que le pays entre dans une période de tension extrême. Quelques minutes avant l'attaque, un véhicule banalisé se rapproche du palais, avec assénant à son bord des agents intégrés de la sécurité qui ne savent et qui ne connaissent pas encore qu'ils vont se retrouver face à des comploteurs. La situation est tendue et l'incertitude règne sur l'issue de l'attaque. Alors que la garde présidentielle encercle les suspects, un agent infiltré au sein du groupe est découvert. Cette découverte met fin à l'opération dans un silence lourd de sens, mais le message est clair. Le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dans les heures qui suivent, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Kampala, par le biais de ses services de renseignement, confirme la véracité des enregistrements interceptés. Les aveux d'Al-Hajim Miga sont diffusés sur la télévision nationale, montrant des détails troublants de l'implication de nombreux acteurs extérieurs, dont certains hauts responsables militaires et diplomatiques. Les preuves s'accumulent, les comploteurs sont identifiés et les arrestations commencent. En parallèle, plusieurs mandats d'arrêt internationaux sont émis contre des figures exilées au Togo et en Côte d'Ivoire. L'impact est immédiat. Les chancelleries occidentales sont prises de court. Leurs diplomates sont contraints d'expliquer ce qui se passe dans cette région apparemment à l'abri des projecteurs. Les autorités, pourtant déjà affaiblies par des accusations d'ingérence, voient leur influence encore plus fragilisée. Le Burkina Faso, quant à lui, se trouve à un tournant. La crise, bien qu'ayant failli tourner au tragique, ouvre également une porte vers un avenir nouveau, fait de solidarité africaine et de nouvelles alliances. Dans les rues de Ouagadougou, la population est partagée entre l'inquiétude et l'espoir. La guerre invisible que mènent les élites s'étend bien au-delà des murs du palais présidentiel. Les preuves s'accumulent à un rythme inquiétant. Selon un rapport confidentiel du ministère de la Défense du Burkina Faso, l'opération Oryx a duré plus de 28 mois, impliquant des flux financiers mystérieux, des communications chiffrées et un réseau d'informateurs. Plus de 30 millions de francs CFA ont été échangés entre Lomé, Abidjan et Ouagadougou pendant cette période, via des comptes bancaires dormants gérés par des sociétés écrans. Ces fonds ont été transférés par des entreprises ivoiriennes liées à d'anciens contractants militaires français. Le volume de ces transactions est impressionnant, mais c'est la destination finale de cet argent qui soulève le plus de questions. L'enquête révèle que plusieurs milliers de dollars ont été transférés à des comptes secrets utilisés pour financer les complots et les infiltrations. En parallèle, les services de renseignement ougandais, sous la direction du capitaine de renseignement, ont intercepté près de 12 messages cryptés au cours de la période de novembre 2024 à janvier 2025, échangeant des détails spécifiques sur le plan d'assassinat. Ces messages révèlent la sophistication du réseau de surveillance et de coordination
entre les différents acteurs impliqués dans l'opération. La rapidité avec laquelle les messages ont été envoyés montre une planification minutieuse, mais aussi une communication fluide entre les différentes cellules de l'opération. Les autorités burkinabées ont publié des graphiques détaillant l'évolution de l'opération, montrant les fluctuations des transferts financiers, les messages cryptés interceptés ainsi que les différentes étapes du complot. Un graphique particulièrement saisissant met en évidence le nombre croissant de menaces internes neutralisées entre 2023 et 2025. Il indique une augmentation de 60% des agents impliqués dans la surveillance et la sécurité nationale, un signe de l'intensification de la pression sur le gouvernement, mais aussi de l'amélioration de ses capacités de défense interne. Ces chiffres froids et impitoyables montrent non seulement l'ampleur du complot, mais aussi la réponse rapide et organisée de l'État burkinabé. Enfin, les données recueillies montrent également l'émergence d'un réseau de coopération régionale sans précédent entre les services de renseignement africains. Les rapports font état d'une coordination rapide entre les pays du Sahel et des services de renseignement d'autres nations africaines, dont l'Ouganda, agissant discrètement pour soutenir le Burkina Faso. La rapidité de la réponse et l'efficacité de cette coopération sont sans précédent dans la région. Certains analystes occidentaux ont rapidement critiqué Ibrahim Traoré, accusant le président de manipuler la crise à son avantage pour consolider son pouvoir. Selon ces critiques, la diffusion des aveux à la télévision nationale et la mise en scène de la crise auraient été des stratégies calculées pour distraire la population des difficultés internes du pays et justifier un renforcement de la répression politique. Pour ces analystes, la révélation du complot d'assassinat et la dénonciation de l'ingérence étrangère étaient avant tout une excuse pour resserrer son emprise sur le pouvoir et endiguer toute forme d'opposition. Cependant, d'autres experts soulignent la logique de la réponse d'Ibrahim Traoré qui, en dépit des accusations, a clairement orienté la crise vers une révision fondamentale de la souveraineté africaine. Plutôt que de s'isoler, Traoré a ouvertement cherché à consolider des alliances interafricaines, un mouvement jugé comme nécessaire pour contrer l'influence étrangère et renforcer la position du Sahel dans le monde. En activant des partenariats avec des nations voisines comme l'Ouganda et en réaffirmant son indépendance face à l'ingérence des puissances occidentales, Traoré a non seulement défendu sa propre position, mais a également amorcé un processus de décolonisation du pouvoir politique africain. En réponse à ces critiques, les données recueillies par les services de renseignement burkinabés, confirmées par des experts externes, démontrent que les mesures prises par Ibrahim Traoré ont permis une série de neutralisations internes cruciales. Les informations concernant les réseaux financiers impliqués dans le complot et la coopération avec des nations africaines ont été confirmées comme étant authentiques et validées par des sources indépendantes. La transparence des mesures de sécurité et des alliances régionales a renforcé la légitimité de son gouvernement auprès de la population et des acteurs internationaux. Ce qui semblait être une simple tentative d'assassinat se transforme en un tournant décisif pour la souveraineté du Burkina Faso et de l'ensemble du Sahel. Le véritable choc n'est pas dans l'attaque elle-même, mais dans la manière dont la crise a ouvert la voie à un nouvel ordre régional. Alors que les tensions montent, un facteur clé émerge: la capacité de la région à se défendre sans l'aide des puissances coloniales. Le gouvernement burkinabé a lancé une initiative sans précédent: la création d'une cellule régionale de cybersécurité et de contre-espionnage réunissant 12 pays du Sahel en moins de 6 mois. Ce projet, inspiré par l'expertise ougandaise,
devient un symbole de la volonté du Burkina Faso de prendre en main son destin et de se défendre contre les menaces internes et externes. La coopération interafricaine, autrefois fragmentée, devient l'outil essentiel pour assurer la sécurité régionale. La révélation n'est pas simplement politique, elle est géopolitique. Le Sahel, sous la pression de la crise, s'unifie pour forger sa propre voie. La réponse immédiate et collective des nations africaines montre que la région peut se protéger elle-même, loin des influences extérieures qui ont longtemps façonné son histoire. L'impact de la crise ne se limite pas à la sphère politique. Les ramifications de l'affaire Oryx se font sentir dans plusieurs domaines: l'économie, la sécurité et les relations internationales. Pour la population du Burkina Faso, les premières conséquences sont un mélange d'espoir et d'inquiétude. D'un côté, il y a un renouveau du sentiment nationaliste, une fierté de voir le pays se défendre contre des forces extérieures. De l'autre, il existe des préoccupations quant à la stabilité politique à long terme. Les discussions dans les rues de Ouagadougou se concentrent sur le besoin de réformes internes et sur l'orientation future du gouvernement. Dans les capitales voisines, la situation est observée de près. La Côte d'Ivoire et le Togo, bien que plus modérés, s'inquiètent de la dynamique croissante de la coopération régionale. Leurs gouvernements comprennent que la montée en puissance du Burkina Faso pourrait bien remodeler l'équilibre des pouvoirs dans la région. Les appels à une extradition de Damiba depuis le Togo et la pression croissante sur le gouvernement ivoirien pour limiter son soutien aux figures exilées augmentent. Cependant, ces nations doivent aussi faire face à leurs propres défis internes et à la montée de la méfiance envers les anciens alliés coloniaux. Du côté international, la France se retrouve dans une position délicate. Après les révélations, plusieurs analystes pointent du doigt l'ingérence historique de la France dans les affaires du Sahel, accusée d'avoir soutenu des régimes autoritaires et d'être complice de l'instabilité régionale. Le gouvernement français, déjà sous pression à l'échelle européenne et mondiale, doit réévaluer ses relations avec le Burkina Faso et ses voisins. Les sanctions économiques sont envisagées, mais elles risquent de renforcer encore la position de Traoré comme un symbole de résistance à l'influence étrangère. D'un point de vue économique, l'initiative de cybersécurité a aussi des répercussions majeures. Les investissements dans ce domaine ont déjà attiré des entreprises africaines avec des contrats d'une valeur estimée à 180 millions d'euros, ce qui représente un tournant pour la région. Ce secteur devient un nouveau pilier de l'économie sahélienne, renforçant à la fois la sécurité régionale et la coopération intergouvernementale. Les entreprises locales, notamment dans les télécommunications, voient un marché en pleine expansion, ce qui pourrait bien propulser le Burkina Faso comme un acteur clé dans la protection numérique du continent. Dans l'ensemble, les effets de la crise vont bien au-delà de la politique immédiate. L'affaire Oryx a remis en question la place de la France en Afrique et a mis en lumière une Afrique de plus en plus désireuse de reprendre les rênes de son avenir. À travers cette crise, le Burkina Faso s'affirme comme un centre de résistance et de réforme, une voie qui exige que l'Afrique soit maître de son destin. À court terme, le scénario le plus probable est celui d'un retour à une forme de stabilité relative. Bien que des tensions subsistent, la coopération régionale semble avoir permis de calmer les tensions internes et d'établir un certain équilibre. Le Burkina Faso continue de renforcer sa position au sein du Sahel en consolidant des alliances avec le Mali, le Niger et l'Ouganda. En même temps, le gouvernement burkinabé réussit à maintenir un équilibre avec les autres acteurs internationaux, sans pour autant renoncer à sa souveraineté. L'aide humanitaire et les investissements étrangers, bien que prudents, commencent à revenir dans la région. Le scénario optimiste envisage une accélération de l'intégration régionale.
La création de la cellule de cybersécurité, inspirée par l'expertise ougandaise, devient un modèle pour d'autres pays du Sahel. Cette coopération permet non seulement de renforcer la défense contre les menaces extérieures, mais aussi de faire émerger une nouvelle dynamique économique. En renforçant les liens entre les nations africaines et en attirant des investissements dans des secteurs stratégiques comme la cybersécurité et les infrastructures, le Sahel devient un acteur central de la politique africaine, jouissant d'une stabilité relative qui lui permet de s'émanciper davantage des anciennes puissances coloniales. Dans un scénario plus sombre, les tensions internes pourraient surgir. Si les réformes ne sont pas perçues comme suffisamment inclusives par certaines factions, des fractures internes pourraient apparaître. Les rivalités politiques et militaires pourraient fragiliser le gouvernement de Traoré, et certains alliés étrangers pourraient chercher à exploiter ces divisions. Dans ce cas, les relations avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France, se tendent encore plus, exacerbant la méfiance et la division au sein de la population. Un isolement progressif pourrait alors se profiler avec des répercussions économiques négatives à long terme, notamment sur les investissements étrangers et la stabilité régionale. Enfin, un troisième scénario, basé sur une dynamique plus positive, prédit une véritable transformation du Sahel. L'initiative panafricaine pour la cybersécurité prend de l'ampleur et le Burkina Faso devient un centre névralgique de cette nouvelle vision régionale. D'autres pays africains rejoignent cette alliance, renforçant leur capacité de résistance face aux menaces externes. La coopération interafricaine devient un modèle pour d'autres régions du continent, tandis que l'influence des anciennes puissances coloniales diminue au profit de nouveaux partenariats, en particulier avec la Russie et d'autres acteurs non occidentaux. Le Sahel, de plus en plus autonome, se réapproprie son destin, marquant le début d'une ère nouvelle de souveraineté africaine. L'affaire Oryx et les événements qui en ont découlé ont non seulement transformé le Burkina Faso, mais aussi l'ensemble du Sahel. Cependant, la véritable question réside dans la manière dont cette crise affecte la perception de la souveraineté africaine à l'échelle mondiale. Pour les populations africaines, l'exemple du Burkina Faso montre qu'il est possible de résister aux influences extérieures et de reprendre le contrôle de son avenir. Les jeunes générations, notamment, commencent à percevoir l'autonomie sous un jour nouveau, non pas comme un idéal lointain, mais comme une réalité tangible à portée de main. Pour les gouvernements africains, l'affaire met en évidence l'importance de l'unité régionale et de la coopération interafricaine. L'isolement n'est plus une option viable dans un monde globalisé. Il est essentiel de travailler ensemble pour défendre la souveraineté et les intérêts économiques des nations africaines, tout en tissant des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux qui respectent cette vision d'indépendance. Du côté des analystes et des décideurs internationaux, cette situation met en lumière l'évolution des rapports de force en Afrique. Les anciennes puissances coloniales doivent réévaluer leur stratégie et comprendre que l'Afrique ne peut plus être perçue comme un simple terrain de jeu pour leurs intérêts géopolitiques. L'Afrique est en train de redéfinir ses priorités, et pour ceux qui veulent entretenir des relations fructueuses avec elle, il est impératif de respecter cette nouvelle réalité. Enfin, pour les entreprises et les investisseurs étrangers, la situation est claire. Le Sahel représente désormais une zone stratégique où l'autonomie et la coopération régionale priment sur les anciennes dynamiques d'influence. Ceux qui sauront saisir cette occasion et investir dans des secteurs comme la cybersécurité, les infrastructures et les technologies innovantes seront bien positionnés pour réussir dans ce nouvel environnement. Face aux défis politiques et économiques actuels, le Burkina Faso
a lancé un plan d'action en plusieurs étapes pour renforcer sa souveraineté et sa position dans la région. Le premier axe de ce plan est la création d'une structure de cybersécurité interafricaine. Cette initiative vise à protéger les infrastructures critiques et à garantir l'intégrité des données, un enjeu stratégique à l'ère numérique. En intégrant un protocole de partage de données sécurisé entre 12 pays du Sahel, cette action offre une réponse collective aux menaces de cyberattaque et à l'ingérence extérieure. Le deuxième axe consiste à instaurer une plus grande transparence dans les affaires bancaires transfrontalières. Le Burkina Faso, en collaboration avec le Ghana, impose désormais une surveillance trimestrielle des comptes transnationaux afin de réduire les risques de financement illicite et d'accroître la confiance régionale. Cette mesure est cruciale pour éviter les fuites financières et assurer un contrôle plus strict des ressources du pays. Troisièmement, le Burkina Faso prévoit de réformer sa communication publique. Les les chaînes de télévision locales diffuseront désormais des analyses indépendantes sur les affaires d'État, afin de permettre à la population de mieux comprendre les enjeux politiques et économiques, tout en évitant que la vérité ne soit confisquée par une poignée de dirigeants. Enfin, un dernier volet du plan est le développement d'un secteur énergétique autonome, notamment grâce à des partenariats avec la Russie. La mise en place de centrales nucléaires et de projets énergétiques régionaux devrait permettre au Burkina Faso et au Sahel de réduire leur dépendance énergétique et de stimuler la croissance économique à long terme. L'histoire de la crise autour de l'opération Oryx ne se résume pas seulement à des complots et des révélations. Elle est avant tout celle d'une résilience nationale incarnée par Ibrahim Traoré. Ce qui a été brisé dans le processus n'est pas seulement la sécurité d'un homme, mais la confiance d'un peuple. Un peuple qui, dans le silence du soir, a commencé à croire à nouveau en sa propre force. En revenant sur cette période troublée, on se souvient des moments clés où le président Traoré a refusé de fuir, de se soumettre et a choisi de se tenir debout, non seulement pour sa propre survie, mais pour l'avenir du pays. Cette décision résonne désormais comme un appel à l'unité et à l'autonomie. Ce qui s'est brisé ne sera jamais totalement réparé, mais ce qui en sortira sera plus fort, plus résilient. L'Afrique, et en particulier le Sahel, s'éveille à une nouvelle ère de souveraineté, un mouvement porté par des leaders comme Ibrahim Traoré. Une ère où les peuples prennent le contrôle de leur destin et réécrivent les règles du jeu mondial. Ce que nous avons observé au Burkina Faso n'est pas simplement une crise, mais le début d'une transformation profonde. À l'heure où l'Afrique prend son destin en main, la question reste suspendue. Où en serons-nous dans 10 ans lorsqu'un autre Ibrahim Traoré émergera quelque part sur le continent? Pour le Burkina Faso et le Sahel, l'enjeu est clair. Rester unis, continuer à défendre leur souveraineté et ne pas se laisser déposséder de leur avenir. Mais ce changement ne se fait pas dans l'ombre des grandes puissances, il se fait dans la lumière de la coopération et de l'action collective. Alors, à vous, spectateurs, citoyens et acteurs du monde, comment allez-vous répondre à cet appel? Comment allez-vous contribuer à la souveraineté de votre propre pays, à la paix et à l'unité de votre région? L'avenir se dessine maintenant et c'est à nous de le forger.